Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur donc d'animer cette session cet après-midi où il sera question de l'usine du futur, mais plus globalement des applications 4.0, si on peut dire ainsi. Donc en fait, hier, on a abordé le travail à distance, le travail de chez soi, la digitalisation, les évolutions de contraintes des collectifs de travail, les relations de service, etc. Des évolutions dans l'urgence parfois, qui ont révélé une accélération de transformation en train de se faire, et pourtant, parfois donnant à voir des bouleversements. Ces thématiques sont convoquées depuis quelques années. Moi, je les situerai autour de 10 ans, dans un axe de recherche et développement des entreprises, alors qui ont été nommés tour à tour l'usine du futur, l'usine 4.0, les applications 4.0, etc. Et cet axe est foisonnant d'idées plus ou moins nouvelles qui proposent des transformations des situations de travail. En insérant plus de technologies du type exosquelette, cobot, pour diminuer l'engagement physique des opérateurs, de l'intelligence artificielle pour une plus grande autonomie des systèmes et des services toujours plus personnalisés. Ces transformations considèrent aussi des nouvelles formes d'organisation du travail. On a évoqué tout à l'heure le télétravail. Alors, télétravail qui souvent nous fait penser aux activités du tertiaire, mais il faut savoir qu'au niveau de l'industriel et ou au niveau de certains laboratoires, la question du télétravail se pose aussi pour piloter en fait des installations à distance. Bien entendu, il y a les tiers-lieux et d'autres formes d'organisation du travail. Les nouvelles formes de production, la coopération entre les opérateurs et les robots, la cobotique, la fabrication additive qui a été évoquée aussi ce matin, et puis enfin en proposant des nouveaux modes de gouvernance et de démocratie dans les entreprises. Ce matin, la session a consacré pas mal de temps à ces questions. Dans ce foisonnement, nous, on souhaite investiguer avec vous aujourd'hui la place de l'activité humaine dans les systèmes de production 4.0 et nous tenterons d'élargir la question de l'usine du futur, qui a souvent une connotation très industrielle, alors qu'elle concerne aussi le tertiaire, et d'autre part, d'aborder la question des évolutions technologiques dans une approche transdisciplinaire, en nous inscrivant dans la thématique de ces 2 jours de rencontre, hein, la transdisciplinarité ayant été abordée hier, et puis ce que l'on veut, et on le voit au travers de nos intervenants, on peut aussi aborder la partie frontière disciplinaire. Cette thématique, nous souhaitons l'aborder en 3 temps. Un premier temps consacré à l'utilité et l'usage des technologies 4.0 pour ceux qui produisent de la valeur ajoutée pour les entreprises, mais aussi leur impact sur l'activité. Un deuxième temps consacré aux 3 aspects de l'innovation, l'innovation technologique, l'innovation organisationnelle qui a aussi été évoquée ce matin, et l'innovation sociale. Enfin, le 3e temps sera consacré, apportera un focus sur la place et le rôle des activités humaines dans les futurs systèmes. Alors, on envisage donc de présenter les 3 discutants, hein, qui sont des reconnus et qui ont une certaine notoriété dans leur domaine. En premier lieu, François Pellerin, qui est, alors peut-être que je peux vous demander d'activer vos caméras, les participants. François, Fabien et Pascal. Donc, François Pellerin, qui est chercheur associé à la chaire Futur de l'industrie et du travail de Mines ParisTech. Il s'intéresse aux transformations de l'organisation du travail dans le contexte de l'usine du futur. Et il abordera la question sous l'angle de l'autonomie au travail en relation avec les déploiements technologiques. Pascal Huguettot, qui est sociologue, professeur à l'université qui s'appelle maintenant Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Lui travaille sur les questions d'organisation du travail dans un contexte de digitalisation. Il a déjà eu l'occasion de faire quelques interventions dans le cadre des congrès de la CEF. Hein.
Et lui, aujourd'hui, il s'intéressera à l'appel aux méthodes agiles, mais aussi à des mutations comme le BIM et le fait qu'elles aboutissent bien souvent à des transformations qui sont moins importantes que ce qui avait été promis ou annoncé au départ, dans le cadre des projets. Fabien Coutarel, lui, en tant qu'ergonome, enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne, est engagé dans différents projets usines du futur et il abordera la question sous l'angle des situations d'usage des opérateurs et de leur travail avec ces technologies, dans ce qu'elles peuvent se traduire par une réduction de l'intérêt du travail. Alors, juste avant de leur passer la parole, deux, trois petites règles de fonctionnement. Alors, comme vous l'avez vu, on va présenter point par point, thématique par thématique, la discussion. Afin d'ancrer les thèmes dans nos mémoires faillibles, mais surtout pour animer la discussion, nous avons décidé en fait de prendre la question la plus élue, la choisie en fait, pour un thème donné, avant de partir sur le thème suivant. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est surtout de ne pas hésiter à formuler des questions au fur et à mesure sur chacun des thèmes, puisque Vincent Bocara, qui a le rôle de modérateur, prendra la question élue pour la transmettre à la salle à la fin de chacun des points. Et bien sûr, à la fin du traitement des trois thèmes, on aura une discussion générale qui se tournera autour de 20 à 25 minutes. Alors, en guise d'échauffement, hein, je vais donc proposer à nos trois invités une espèce de mise en bouche avec pour chacun sa définition de ce qu'est l'usine du futur et de quel point de vue chacun aborde ce thème. Alors bon, on a tiré au sort et puis François, c'est à toi de démarrer. Donc, si tu veux bien nous présenter ton point de vue là-dessus. Merci. Donc, l'usine du futur, pour moi, si on regarde en ce qui concerne le système de production, hein, l'usine du futur, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, il y a plusieurs aspects et la production n'est pas le seul. Mais si on se centre sur le système de production, c'est un système de production dont la promesse est d'être numérique, connecté, permettant de réduire les coûts, d'avoir une agilité extrême, c'est-à-dire de descendre jusqu'à des séries de 1, de la personnalisation extrême, et ayant un impact sur l'environnement réduit. C'est ça la promesse. Ce système, en fait, aujourd'hui, il est déployé dans très peu d'entreprises. Il y a quelques grands groupes qui ont un système qu'on appelle cyberphysique, complètement intégré. Ça se résume à ça à peu près. Dans les PME, par contre, et dans beaucoup d'autres grands groupes, c'est l'introduction progressive d'un certain nombre d'outils technologiques, et c'est pas encore un système du tout. Et ça, c'est le premier point. De quel point de vue je me place ici? Si on regarde un peu l'opérateur, on a bien un mantra du lean manufacturing qui nous dit c'est celui qui fait qui sait. Mais ce mantra du lean, qui est le mantra du lean toyotiste, en fait, il est encore bien peu déployé dans les entreprises. C'est toujours le bureau des méthodes qui sait. Et donc, c'est souvent en contradiction avec les pratiques de terrain. Donc, il y a un peu un problème là. Avec l'arrivée du numérique, bien sûr, le problème ne fait que croître et embellir parce que les sachants numériques, c'est encore d'autres personnes, c'est les gens du système d'information, par exemple, des applicatifs numériques, peuvent avoir tendance à renforcer la coupure entre les gens de terrain et les sachants. Et donc, les choses qui m'intéressent, c'est comment la technologie influe sur l'organisation du travail dans l'industrie, comment les salariés sont associés à la définition de leur propre travail, poste de travail, standard, choix des technologies ou des moyens de production. Ce que nous appelons le design du travail, c'est-à-dire définir et organiser le travail pour celui qui va le réaliser et avec sa participation. Voilà en quelques mots. D'accord, merci. Fabien, est-ce que tu peux… Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je compléterai la proposition de François en disant simplement que pour moi, le vocable usine du futur est
est une actualité, est une manière de caractériser les enjeux du travail, on va dire, actuel, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été catégorisée, évoquée déjà dans ces termes préalablement, dans des travaux du commissariat au plan des années 1960, ce terme usine du futur existait déjà. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une occasion renouvelée de discuter de questions fondamentales relatives au travail humain, dans ce à quoi peut contribuer une technique, une technologie au déploiement de l'activité des individus, ou alors, ce que je constate sur un certain nombre d'études de cas sur lesquelles je reviendrai plus tard, comment les conduites de projets relativement technocentrées conduisent à des formes d'appauvrissement de l'activité de travail de ceux qui vont finalement collaborer avec cette future technologie, le terme collaboration étant bien sûr très vaste et recouvrant une diversité de réalités. Voilà. Merci Fabien. Enfin, Pascal, ton point de vue sur cette définition de l'usine du futur et de la manière dont tu vas l'aborder? Alors, moi, je dirais que j'y vois une des manifestations de la transformation digitale. Tout à l'heure, Alexandre, tu parlais de la question des services. Et c'est vrai que moi, de tous les trois, je suis le moins spécialiste de l'usine du futur et beaucoup plus des transformations digitales dans d'autres secteurs et notamment des secteurs de services. Mais quand je viens à m'y intéresser, c'est comme une des composantes de la transformation digitale avec les questions qui sont toujours associé à ça, c'est-à-dire le fait qu'on définit beaucoup les choses par la technologie et que derrière, il y a beaucoup de questions d'organisation qui paraissent souvent plus profondes dès qu'on examine les choses d'un peu plus près. Si je parle en sociologue, je dirais que pour l'instant, l'usine du futur, c'est une construction, comme beaucoup d'aspects de la transformation digitale, c'est une construction notamment portée par des cabinets de conseil. Et donc, pour l'instant, on est en train d'examiner ou de tenter d'examiner les formes que ça prend. Et la question qui est évidemment posée, c'est celle des implications pour le travail. Et là, en rejoignant un petit peu ce qu'a pu dire Fabien tout à l'heure, on rejoue quand même beaucoup de questions qui ont beaucoup porté sur les évolutions technologiques, par exemple dans les années 80 et 90. Et donc la question, c'est de savoir ce qu'il y a aussi de nouveau dans toutes ces transformations. Très bien. Ben, merci Pascal. Donc voilà, ce petit panorama sur la définition et l'usage que l'on aura dans l'usine du futur dans la session, pour permettre en fait d'introduire le premier temps, l'utilité et l'usage, et pour nous permettre aussi de voir de quel point de vue nos interlocuteurs vont traiter cette question. Alors, vous avez noté au niveau des fonds d'écran le point de vue de la forêt avec Pascal Huguetto, le point de vue volcanique avec Fabien, et puis quelque chose d'un peu plus, si j'ose dire, sérieux, la bibliothèque avec François. Donc, vous pouvez là, comme ça, repérer ces différents points de vue. Alors, plus sérieusement, on va démarrer avec l'utilité et l'usage. Je vais commencer par poser une question à l'ergonome qu'est Fabien, à savoir les technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, comment l'ergonomie envisage, j'ai envie de dire, l'intégration des opérateurs dans la conception. Bon, je voudrais tout d'abord dire que je ne vais pas porter le point de vue de l'ergonomie, mais le point de vue de l'ergonome que je suis, ce qui est un peu différent, oui. Et notamment à partir des projets et des études de cas dans lesquels nous sommes engagés dans l'industrie autour de questions qui concernent effectivement la réalité augmentée, les cobots, ou les dits cobots, où se posent tout un tas de questions, de problématiques autour des interactions, de la supervision. Dans la communauté d'ergonomie, on pourrait être nombreux à parler de ça et à participer à cette table ronde. Il y a de nombreux projets, et notamment aussi parce que, donc, de nombreuses équipes, et notamment aussi parce qu'il y a des moyens financiers
qui ciblent la recherche publique sur ces thématiques-là. Dans ces projets qu'on mène avec des industriels, avec des ingénieurs, avec des psychologues qui ont plutôt une approche expérimentale, on essaie d'introduire donc cette question du travail. Je voudrais dire aussi que je pense que cette question, elle n'est pas spécifique à l'ergonomie. Hein. On renouvelle des questionnements déjà formulés. Il y en aurait plein, mais on peut citer l'anthropologie des techniques de Marcel Mauss, l'anthropotechnologie, Wissner, Gélin qui ont suivi, la perspective instrumentale portée par Pierre Abardel et ceux qui l'ont accompagné. Donc voilà, ce à quoi on s'intéresse quand on étudie ces cas d'usage, c'est quelles sont les opportunités de déploiement de l'activité qu'on pourrait concevoir grâce au potentiel et aux caractéristiques nouvelles de ces technologies, et est-ce que ces opportunités sont concrétisées. Le risque étant de rater finalement l'opportunité au regard de ce qui est observé sur le terrain hein, par des conduites de projets très technocentrés et qui finalement ne traduisent pas dans le réel les potentialités observées de ces technologies qui sont censées permettre dans le discours général la prise en compte du facteur humain au sens très large. Voilà, donc ce qu'on observe, pour le dire vite tout de suite, hein, dans un certain nombre de cas, je pense à 2 cas d'usage de terrain en cobo et en réalité augmentée, c'est quand même grosso modo que la manière dont c'est implanté se traduit in fine par ceux qui vont travailler autour de cette technologie par un appauvrissement de leur activité. Et donc, de cobo, il n'y a probablement que le nom, et de réalité augmentée, il y a surtout un moyen de contrôle de l'activité et une perte de sens, notamment pour les experts dans ce qu'on observe. Et le parti pris et l'hypothèse qu'on adopte, c'est que classiquement en ergonomie, hein, une autre forme d'intégration des usages et des utilisateurs dans la conception des situations futures et des organisations futures qui vont soutenir ces situations pourrait permettre de réaliser ces potentialités dont disposent ces nouvelles technologies. Et probablement que la question de l'utilité pour ces futurs utilisateurs est un critère très important parmi tous les critères que proposent les différents modèles de l'expérience utilisateur, très foisonnants. Voilà pour un premier niveau de réponse. Merci Fabien. François, en fait, lorsqu'on a préparé cette session, tu t'intéressais aussi et c'est là où on rejoint ce que disait Fabien, à savoir que la question sur l'impact de ces nouvelles technologies ne concerne pas que l'ergonomie. Donc, tu t'intéressais à l'implication des opérateurs dans la définition de leur travail et tu utilises le concept de design de travail. Voilà, comment on peut réagir par cette question de utilité de ces innovations. Je vais rebondir sur ce que disait Fabien. Donc, je partage le fait que dans un certain nombre de cas, les applications de la cobotique ou de la réalité virtuelle ou augmentée peuvent être assez appauvissantes pour le travail. Ce qu'on voit, c'est souvent des systèmes qui assistent l'opérateur étape par étape. On pourrait même dire l'intérimaire, étape par étape, pour qu'il s'approprie une tâche. Et ce système qui peut être utile pour quelqu'un qui découvre le travail devient rapidement insupportable lorsqu'il doit faire le travail tous les jours, qu'on lui rappelle toutes ces étapes. Donc, il y a un gros enjeu d'évolution des technologies là qui ne sont pas encore matures, mais qui vont, je crois, il y a des signes. Il y a des expérimentations chez Volvo Trucks, par exemple. Il y a des signes que les industriels se préoccupent de ça et de comment on peut faire en sorte que l'outil s'adapte à l'évolution des compétences de l'opérateur. Je voudrais donner un exemple positif d'un autre côté. Dans nos études, on a rencontré une entreprise qui s'appelle Sori,
qui fabrique des servantes d'atelier en tôle et qui avait des postes manuels avec un opérateur qui alimentait une plieuse numérique. Il les a remplacés par des cellules robotisées, plieuses robots conventionnels, encagées. Cette cellule est en fait pilotée par un jumeau numérique, c'est-à-dire si j'oserais le jeu vidéo, si vous voulez, une interface graphique qui permet à l'opérateur de définir la séquence des opérations que doit faire le robot. Et ensuite, ce jumeau numérique crache le code pour la cellule sans que l'opérateur ait besoin d'avoir de connaissances en programmation. Alors, c'est intéressant parce que dans cette entreprise, les gars n'ont pas le CAP. Hein, la blague dans l'atelier, c'est qu'est-ce que tu as comme diplôme? CRAP. Donc, le fait qu'on puisse saisir des opérateurs, après, avec une formation, bien sûr, hein, de tâches de plus haut niveau que ce qu'ils réalisaient, les postes n'ont pas été supprimés, ils ont été transformés en quelque sorte. Le secoueur de tôle, celui qui secouait le paquet de tôle pour décoller la première, il est devenu finalement programmeur de cellules robotisées avec les outils de haut niveau qui vont bien. Un petit clin d'œil, ils peuvent même débugger le système de chez eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être d'astreinte, surveiller que la cellule qui tourne 24/7, en cas de plantage, ils peuvent relancer le système. Voilà, donc ça me paraît intéressant. Il y a certains exemples qui commencent à émerger d'augmentation de l'opérateur dans le bon sens du terme, parce qu'il faut se méfier de ce mot d'augmentation de l'opérateur, mais là, c'est intéressant. Voilà. Merci François. Alors, pour finir le tour de table sur cette question, Pascal, en fait, toi, ta posture, c'était de dire toutes ces transformations ne vont avoir un impact sur les métiers et leur activité que dans la mesure où la chaîne d'acteurs qui va être concernée par ces innovations va bouger. Et à ce propos, tu donnais l'exemple du DIM pour échanger là-dessus. Oui, effectivement, tout ça, ça renvoie à des questions effectivement de tout le débat qu'on pourrait avoir sur la question de l'utilité et des usages dans l'application de ces technologies. Mais peut-être déjà pour rebondir, je vais revenir sur la question que tu poses, mais peut-être pour faire le lien aussi avec les propos qui ont été ceux de Fabien et de François. François tout à l'heure disait des technologies pas encore matures. Et moi, je suis frappé par ça, par le fait que pour les questions dont on est en train de parler actuellement, comme pour la question de l'application de l'intelligence artificielle ou d'autres cas de figure de ce type-là, à chaque fois qu'on cherche à enquêter sur les applications des technologies les plus avancées, on a tendance quasiment à voir l'objet d'études se dérober devant nous. Hein. François et Fabien ont réussi à l'attraper une bonne fois pour toutes, mais c'est tout aussi fréquent d'avoir en fait une difficulté à pouvoir véritablement observer des effets sur l'activité sur lesquels on peut vraiment se prononcer. Pourquoi? Parce que déjà, si je mets de côté le fait qu'il y a beaucoup de problèmes techniques pas négligeables, hein, d'interopérabilité, toute une série vraiment de problèmes techniques de mise en œuvre, même quand c'est dépassé, parfois ce à quoi on assiste, c'est à des manifestations qui sont, du point de vue de la modification du travail, pas forcément bouleversantes. Alors, derrière ça, du coup, moi, je me suis interrogé et notamment à propos, comme tu le dis, du Building Information Modeling, donc de la maquette numérique dans le secteur du bâtiment, où en enrichissant une base de données vraiment avec une importance, donc d'avoir une base de données très bien constituée dès l'amont. Après, la question qui se pose, c'est de savoir comment toute la chaîne d'acteurs, de l'architecte au bureau d'études, le maître d'œuvre, jusqu'à l'entreprise exploitante du bâtiment, comment là, on a affaire à toute une chaîne d'acteurs
Et quand on interroge les gens à l'intérieur de sa chaîne d'acteurs sur qu'est-ce que ça change le BIM pour vous, eh ben, on est un petit peu déçu par la réponse qui est que les gens ne voient pas quelque chose de bouleversant dans leur métier et pas une transformation manifeste. Et c'est là que j'ai émis l'hypothèse que dans un cas comme celui-là en particulier, mais après, je pense qu'on pourrait essayer de transposer ça sur d'autres cas de figure qui nous intéressent ici, il y a une dimension systémique de la transformation qui est en jeu. Et la transformation des métiers, en fait, est très retenue par le fait que tout ça nécessite fait appel à des enjeux de collaboration, de coordination et de coopération. Je pense qu'il faudra revenir sur la question de la coopération et que tant que tout le système ne bouge pas simultanément, finalement, à des niveaux plus locaux, on voit des effets finalement assez faibles. Et un dernier point, c'est que précisément, je trouve le cas du bâtiment et de la maquette numérique assez intéressant parce que on se rend compte que dans le fond, la logique de ces transformations technologiques, souvent, ce serait, si je prends à nouveau le cas du BIM, que dans le fond, on peut pas répondre dans l'absolu à qu'est-ce que veut dire soigner la réalisation d'une base de données dès le départ, tellement en fait il y a de possibilités de données à enregistrer et à soigner particulièrement. Par conséquent, la réponse, elle vient profondément de l'exploitant, de celui qui véritablement aura des situations d'usage, aura des besoins dans le cadre de contexte d'usage et qui est seul capable en quelque sorte de dire comment en quelque sorte la coordination et la coopération doit se faire pour que véritablement on se mette au service de ses besoins. Ce qui veut dire que tout à l'heure je disais, on a souvent une approche très technologique, voire techno-déterministe de ces questions. Mon sentiment, c'est que là, on pourrait même quasiment passer à l'idée que d'abord et avant tout, dans le cas du BIM, la transformation en jeu, c'est une transformation de nature servicielle. C'est au fond partir du service à rendre dans la chaîne d'acteurs à des utilisateurs en bout de course, en bout de chaîne, et que tout ça pose d'abord et avant tout des questions organisationnelles, de construction de la coopération, du dialogue, des communications, du travail en commun, de toute cette chaîne d'acteurs. Merci Pascal pour ce développement. Justement, par rapport à cette question de la transformation qui n'est pas aussi importante que ce que l'on pourrait penser, Fabien, comment tu réagis notamment sur cette question de notion de coopération sur laquelle Pascal invite à s'arrêter 2 secondes? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Pascal, tu m'en donnes l'occasion parce que j'ai été surpris dans les études de cas et puis dans les discussions qu'on a avec des collègues qui travaillent sur des projets similaires, je pense notamment aux collègues du CNAM Paris. J'ai été surpris de voir à quel point on a des entreprises qui s'engagent dans des technologies dites du futur sans avoir une idée précise de ce à quoi elles vont contribuer en termes de performance globale. Le raisonnement étant souvent, on bénéficie d'aides, et puis par ailleurs, faut y aller parce qu'il y a sans doute quelque chose, même si on voit pas trop ce que c'est tout de suite, pour être sûr de pas être en retard vis-à-vis de la concurrence au moment où on comprendra l'usage réel. Et donc, quand ça part comme ça, le projet, et malheureusement, ça paraît assez fréquent, la question de l'utilité, elle n'est pas première. Hein, elle peut pas l'être. Et du coup, on arrive à des situations où on a une technologie qui potentiellement a des caractéristiques qui seraient dont il serait possible d'imaginer qu'elle supporte le déploiement de l'activité, mais qui dans les faits, dans des contextes contraints et resserrés d'implantation, par défaut d'approche systémique, se retrouve finalement à exploiter une très faible partie de son potentiel. Et on observe ça
effectivement, quand on analyse un peu les types de collaboration qu'il y a derrière le terme de COBO, hein, puisque c'est aussi le terme convenu actuellement, on se rend compte qu'il y a des formes, il y a des classifications qui existent, il en existe de nombreuses, mais derrière collaboration, ça va du simple partage d'espace, comme une machine qui est disposée dans un espace dans lequel évolue aussi l'opérateur, jusqu'à des formes d'interaction très poussées où on peut jouer sur l'allocation des fonctions entre l'homme et la machine, etc. Et où il y a, on va dire, des interactions, je préfère parler d'interactions du coup, on peut dire plus approfondies. Et donc derrière ce terme de COBO, c'est vrai qu'il y a des réalités extrêmement différentes et un potentiel annoncé de ces technologies pas souvent réalisé, probablement du fait de cette question de l'utilité qui arrive très tardivement et de la conduite de projet antérieur qui n'a pas, je dirais, comme le disait Pascal, mobilisé la structure, l'ensemble de la structure. Oui, tout à fait. Et notamment quand tu évoques cette question des entreprises qui disent bah, il faut y aller. Moi, ce que j'ai vécu dans l'industrie, c'est alors, comme on doit y aller, il faut que, parce qu'on est relativement sérieux, tester en fait ces nouvelles technologies en situation de travail. Et c'est là où on rejoint le problème de l'utilité, c'est que le test est plus un test de la partie technique, technologique, que réellement de l'apport sur l'activité. Et en fait, ça a un effet inverse auprès des opérateurs, c'est que se faisant rejeter, parce que ne s'appuyant pas sur l'utilité de l'innovation en question, on va avoir un effet de rejet de la part des opérateurs de l'ensemble en fait de ces innovations qui arrivent. Ce qui en fait est problématique parce qu'en fait, si on avait une approche un peu plus accompagner auprès des opérateurs de ces transformations, probablement qu'on aurait un autre effet plus positif à cet apport-là. Et justement, François, toi, tu évoquais cette question de l'implication des opérateurs dans la définition de leur travail. Par rapport à l'arrivée de ces innovations, ton point de vue? Alors, déjà, ces innovations. Ouais. Déjà, je ne peux que confirmer ce que disait à l'instant Fabien. C'est-à-dire, nous, dans un boulot précédent, j'animais le programme Usine du futur pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on était environ 700 entreprises ETI et PME accompagnées par la région pour cette transition. Et on avait un programme en particulier robotique. On a vu très souvent, effectivement, des entreprises rentrer dans le programme par opportunité pour à la fois, je dirais, pour dire il faut qu'on commence par quelque chose. Il y a un côté très pragmatiste là-dedans qui est intéressant quand même, c'est-à-dire si on ne se frotte pas avec ces nouvelles technologies, comment va-t-on les appréhender réellement ? Et donc, peut-on faire entièrement confiance aux prestataires, aux intégrateurs, etc. sur ce point? Alors, la réponse, elle n'est pas simple, mais il y a certainement une clé derrière l'expérimentation avec les opérateurs de ces solutions. C'est-à-dire, il y a un intérêt à ces solutions de cobotique, c'est qu'elles sont quand même moins coûteuses que les solutions de robotique et qu'on pourrait même envisager des formes de prêt ou de mise en action temporaire qui permettrait, avec des équipes intégrant les opérateurs, de se frotter à ces technologies. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il faut arriver à trouver les moyens d'associer la base à l'introduction de ces nouveaux moyens. D'accord. Ben, merci François. Alors, c'est un peu artificiel, hein, mais le temps avançant. Ce que je vous propose, c'est que Vincent nous transmette la question élue de ce premier thème. Vincent ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas énormément de questions. Elles sont en train d'arriver. On en a une première au tout début qui était de Corinne Godard sur quelles articulations avec l'industrie 5.0. Si vous voulez y réagir. Oui. Ensuite, on pourra en avoir une autre, une seconde, si jamais vous voulez la prendre maintenant ou sinon un peu plus tard. Lance-la, comme ça on verra si on peut traiter les deux. Vas-y. Alors, on a une remarque de Frédéric Viennot qui dit qu'avec un regard très extérieur, cela donne l'impression que le recours à une technologie n'est pas la résultante de l'analyse d'une situation de travail, mais le point de départ de la création d'une situation de travail souvent appauvrissante pour l'homme. Donc ça, c'est une deuxième remarque sur laquelle vous pouvez peut-être réagir en complément de ce que vous avez déjà dit. OK. François, Industrie 5.0. Alors, j'ai eu un petit problème d'Internet, je pense. Je n'ai pas entendu la première question. Vincent, la première question, c'est bien concernant ce que l'on fait par rapport à l'industrie 5.0, comment on l'accueille, l'industrie 5.0. Oui, la question exacte, c'est quelles articulations avec l'industrie 5.0? Alors, d'abord, les numérotations de révolution industrielle sont pour le moins discutables. On peut commencer par là. Vous savez que 4.0, c'est dans un schéma où on dit la première révolution industrielle, c'est le 18e siècle, la machine à vapeur. La deuxième, c'est la grande, on va dire la grande, celle au tournant du 19e, 20e siècle, avec l'électricité et la chaîne. Puis il y aurait une troisième révolution dans les années 80 avec l'introduction de l'automatisme, des premiers automatismes et des robots, en particulier dans l'automobile. Et puis on aurait une quatrième révolution industrielle dont on a parlé tout à fait au début, l'usine numérique et connectée. Alors, je vois, on voit tout. C'est-à-dire que on a un cabinet de conseil qui parle d'industrie X.0. C'est-à-dire que comme ça, c'est bien, j'ai préempté la totalité des évolutions possibles des révolutions industrielles. On voit, on parle d'industrie 5.0. Alors pour moi, c'est assez frais, mais comment dire déjà, il y a une accélération quand on regarde les périodes entre les révolutions, il y a une accélération rapide. Mais là, si on passe au 5.0 dans les années qui viennent, ça veut dire qu'il y a une révolution tous les 3 ans, quoi. Donc ça commence à devenir un peu étrange. Alors, il y a un papier de la Commission européenne que j'ai découvert moi tout récemment, qui parle d'industrie 5.0, pardon. Et c'est probablement à ça que fait référence la personne qui pose la question, c'est-à-dire une industrie qui évolue vers une industrie centrée sur l'homme, réellement centrée sur l'homme, parce que aujourd'hui le vocable est quand même assez galvaudé, réellement centrée sur l'homme, résiliente et à impact environnemental faible. Donc le concept n'est pas inintéressant, mais il faut se garder d'appeler ça une révolution industrielle. D'accord. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on reprendra cette discussion dans les échanges généraux à la fin pour finir la session. Donc, je vous propose de passer au temps 2, celui où vont être abordées les questions relatives aux différents aspects de l'innovation, que sont l'innovation technologique, organisationnelle et sociale. François, en fait, on a eu l'occasion à différents moments d'échanger sur le modèle CALT qui, à mon avis, pourrait être séduisant pour les ergonomes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors c'est issu de notre premier travail qu'on a publié à l'automne 2019. Et on a étudié un certain nombre d'entreprises et on a regardé comment s'articulait autonomie des acteurs, des opérateurs et des équipes, lean management, deuxièmement, et technologie, et comment tout ça bouclait, qu'est-ce qu'on pouvait en dire.
Et en fait, on s'est aperçu à travers l'exemple d'une entreprise qui s'appelle SEW Zocom, qui a commencé très tôt à introduire l'autonomie dès 89. Le patron de l'époque, Michel Mutusanitaire, était un disciple de Jean-François Zobris de Favi, dont certains d'entre vous ont entendu parler, qui a développé les mini-usines et un concept extrêmement plat d'entreprise. Donc, ils ont déployé l'autonomie pendant 10 ans, de 89 à 99 environ. Puis est arrivé le Lean, et comme ils étaient dans une démarche d'autonomisation des équipes, donc avec déjà un préalable qui est celui qui fait qui sait, eh bien ils ont tout de suite embrayé sur le Lean vertueux, je dirais le Lean tel que le pratique Toyota, ce qui n'a pas été toujours le cas de toutes les entreprises à l'époque. Et en fait, au bout d'une deuxième décennie de pratique du Lean, ils ont fondé sur ce couple autonomie Lean un déploiement technologique. L'intérêt d'avoir cette séquence autonomie comme substrat culturel pour déployer le bon Lean, puis le Lean pour optimiser le process avant de numériser, ça nous semble être un empilement qui est vertueux. On y a rajouté le C au début pour CALT, pour y mettre la confiance, parce que la confiance se construit au fur et à mesure que ce modèle autonomie Lean technologie se déploie. Donc voilà un peu ce qu'elle est l'idée. Et ce qui est intéressant, c'est que deux autres entreprises, Michelin et Lippi par exemple, ont commencé par le Lean avant de déployer l'autonomie et ont été obligés de réviser leur jugement et de remettre une couche d'autonomie pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc, ça nous semble être un chemin possible. Merci François là-dessus. Pascal, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à cette approche, puisque une de tes réflexions, c'était de dire qu'on est trop dans une approche technocentrée et on a tendance à ne pas penser l'organisation dans ce contexte-là. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui est à la fois reconnu et pas totalement, c'est-à-dire le fait que la réflexion est très centrée sur la technologie. Et tout à l'heure, Fabien le suggérait, c'est que en réalité, à ce niveau-là, il y a une prise de décision qui relève en fait des mécanismes de mimétisme qui avaient été décrits par Keynes. C'est que le calcul économique sur l'intérêt d'une technologie est de toute façon extrêmement difficile à réaliser jusqu'au bout, et qu'à un moment, la décision d'investir, elle est prise pas en se référant à un calcul économique parfait, mais tout simplement sur la base de l'observation que les autres risquent d'y aller, et donc il faut y aller. Et donc il y a des formes de précipitation qui favorisent pas tout ce dont on est en train de parler là depuis quelques minutes, qui est le besoin de monter en analyse. Tout à l'heure, on a vu en fait que derrière la transformation en cours, il y a le besoin d'avoir une vraie réflexion sur l'utilité et sur l'activité. Et ni l'une ni l'autre n'est spontanément à la base du calcul économique facilement objectivable, ni au centre des instruments de gestion. Donc, du coup, malgré tout, on a des réflexions qui restent très portées sur la technologie, avec des approches relativement rudimentaires, en fait, des choix à effectuer. Et à côté de ça, on a l'idée très, très courante également que de toute façon, si on raisonne en termes de transformation digitale, par exemple, la transformation digitale n'est pas d'abord une transformation technologique, ou pas seulement. Hein, en anglais ou en américain, on va dire, faut faire la différence entre digitization et digitalization. Donc, faut pas simplement ajouter de la technologie et se dire que ça y est, on a opéré la transformation. Et la transformation, c'est d'abord une transformation de l'organisation, avec un raisonnement dans lequel on retrouve des choses que François vient d'évoquer, notamment la question de la confiance, qui est le vrai tournant à opérer. Pas simple en plus en France, dans des approches d'ingénieurs particulièrement marquées par un rapport défiant aux prises d'initiative dans le travail. Donc, on a là tout un enjeu d'organisation qui va se manifester dans, par exemple,
les dispositifs de co-animation, de co-invention, mais aussi la question des postures managériales. Donc, beaucoup de réflexions actuellement sur la question de l'organisation, mais le raccord n'est pas toujours fait, en fait, sur la question de l'activité et de ce que ça va impliquer pour l'activité. Et la façon dont en fait, la vraie question organisationnelle qui est derrière, enfin, l'un des aspects, c'est les temps, les possibilités de mise en discussion de l'activité, des conditions de l'activité, et la façon dont on anime ça. Donc, par exemple, dans le mode agile, on a beaucoup d'entreprises qui développent des méthodes agiles. Elles peuvent développer ça, en fait, en ayant ou en n'ayant pas véritablement compris le tournant qui peut se loger derrière. Le tournant étant notamment que par rapport à du Lean, par exemple, quand on fait un stand-up meeting, un principe, c'est que c'est pas tant à l'animateur de parler que au product owner, en fait, d'écouter véritablement ce que les gens qui pratiquent le métier savent beaucoup mieux que lui et ce qu'ils ont à dire sur l'organisation de leur journée, la façon dont ils vont se coordonner entre eux. Et lui, il est là dans un rôle d'impulsion. Donc, il y a vraiment derrière ça des questions organisationnelles, mais qui, de mon point de vue, sont en fait un petit peu au milieu du gué par rapport à ce qu'on pourrait faire en la matière, parce que pas suffisamment ancré dans la question de l'activité, pas suffisamment explicite sur des questions comme la coopération et les conditions de coopération, par exemple. Merci Pascal. En fait, ce matin, la question de l'autonomie et des relations de subordination avec la hiérarchie ont été abordées dans la session de ce matin. Par rapport à toi, Fabien, où tu évoquais cette question d'autonomie des opérateurs dans l'activité, et je pense que tu avais en arrière-plan la question des marges de manœuvre situationnelles. Que t'évoquent les échanges là que l'on a sur cette partie d'autonomie pour les opérateurs? Dans les projets dans lesquels on rentre ou que l'on suit, ce sont des projets où la technologie est déjà engagée. Le choix d'investissement dans la technologie est déjà fait. Et donc, nous, notre angle d'attaque, c'est l'activité. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que c'est par les impasses relatives à l'activité qu'on réinterroge les étages supérieurs de l'organisation. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des obstacles qui n'étaient pas anticipés parce que le système n'a pas bougé ou n'est pas prêt à bouger dans la même temporalité. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des encadrements intermédiaires qui ne sont pas préparés non plus. Parce que la promesse de ces technologies, c'est aussi de faire de l'opérateur le concepteur. C'est l'exemple que donnait François tout à l'heure. Il n'y a plus besoin d'être ingénieur pour définir les paramètres de la collaboration avec la machine. En théorie, ces technologies, que ce soit la réalité augmentée ou les cobots, donnent les moyens à chaque opérateur de paramétrer de manière variable la distribution des tâches entre la machine et l'opérateur en fonction de ses compétences, de son état, de ses préoccupations du moment, etc. Mais bon, voilà, dans les faits, ces promesses sont rarement, nous, on ne les a pas observées. Il y a tout un tas de freins. Et il ne faut pas sous-estimer, on n'en a pas parlé, qu'il y a un encadrement, notamment un encadrement intermédiaire qui se trouve piégé. C'est quoi mon rôle là-dedans? Si l'opérateur peut définir en direct via la technologie les moyens de sa production, quel est mon rôle là-dedans? Et souvent ça, c'est un révélateur aussi de la difficulté à anticiper ces questions d'innovation organisationnelle dans ces projets, quoi. D'accord. Merci Fabien. Ces questions d'innovation et ces répercussions organisationnelles, notamment sur l'autonomie. Vincent, j'ai vu qu'on avait recueilli quelques questions. Est-ce que tu en as une qui est prégnante, laquelle est élue là, pour ce thème?
On en a une de François Hubault qui demande, est-ce que le ressort décisif de l'usine du futur, c'est la technologie ou la dynamique économique servicielle et de développement durable qui la rend nécessaire? Pascal, la question te parle? Tu veux réagir là-dessus? Oui, ben c'est un petit peu ce que je suggérais tout à l'heure, mais en réalité, ça c'est un petit peu nous de l'extérieur qui pouvons le qualifier de cette manière-là. Spontanément, en réalité, le problème n'est pas pensé à ce niveau-là, il va être pensé de manière relativement distincte, ne serait-ce que parce que dans les organisations, en fait, la question, elle est distribuée sur des acteurs distincts. Hein. Ça va être les directions du marketing ou de la qualité, par exemple, qui vont porter la question du service sans coordination avec l'opérationnel qui est en jeu ici. Donc oui, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que derrière ces transformations, en réalité, pour qu'elles donnent toutes leurs manifestations, il faudrait plutôt les appréhender à partir de l'enjeu d'innovation servicielle. Après, toute la question, c'est comment l'ensemble des acteurs, finalement, convergent vers ce qui, il faut bien le dire, représente une rupture dans les catégories de pensée, les catégories à partir desquelles on raisonne, les techniques gestionnaires, les outils de gestion. Et c'est tout ça qui, en fait, pour l'instant, amène à avoir de la difficulté à constituer le problème de cette manière-là. D'accord. Merci Pascal. Fabien ou François, est-ce que vous voulez répondre aussi, enfin réagir à ces propos et à la question qui a été posée? En fait, peut-être un mot là-dessus. Il y a un peu, je parlais tout à l'heure, quand je définissais l'usine du futur, je me centrais sur les affaires de production. En fait, le problème est plus vaste que ça et la question invite à en parler. Bien sûr, les business models sont transformés. L'intégration produit-service en particulier est beaucoup plus forte qu'auparavant. Dans cette perspective, on va dire, d'industrie 4.0, d'usine du futur ou d'industrie du futur. Et donc, mais en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les travaux qui sont faits sur de nouveaux business models, sur une intégration différente produits-services, se passent à côté de ce qui se passe dans l'usine. Hein, c'est un peu ce que disait Pascal, je crois. Hein, c'est-à-dire que ça concerne des zones différentes de l'entreprise qui managent leurs projets du futur de leur activité de manière un peu indépendante. Il n'y a pas forcément une coordination complète entre l'objectif d'intégrer mieux l'aspect produit-service et son impact sur les usines. Voilà, donc c'est deux choses un peu aujourd'hui segmentées. Merci François. Fabien, tu veux réagir? Peut-être très rapidement, mais pour aller dans le sens des collègues, je pense que quand on parle de la question de l'utilité au niveau de la technologie, on parle bien de la question du service au niveau de l'organisation. On pourrait dire la question n'est pas tant, comme le dit Marc-Éric Beauvillier-Chaumont, la question n'est pas tant qu'est-ce que la technologie peut faire, la question est qu'est-ce que l'on veut faire avec cette technologie. Et si on cherche à répondre à la seconde question, on ne s'y prend pas de la même manière que si on cherche à répondre à la première, parce que ça convoque de nouveaux acteurs, et c'est plus compliqué. Mais oui, je crois qu'on est bien dans une approche servicielle quand on pose les questions en ces termes-là. Je prolongerai juste en disant que finalement, la richesse du processus est la vraie valeur ajoutée du projet technologique. Finalement, presque peu importe à quel résultat on arrive en termes de technologie, si le processus permet le déploiement de l'activité d'un certain nombre d'acteurs et la construction ensemble de ce qu'on va faire ensemble demain. Oui. Ben, tu me donnes la bonne transition en fait pour aborder notre troisième temps. Alors bien entendu, la discussion relative à cette question de l'innovation qu'on vient d'aborder sera reprise dans la discussion générale. Mais le troisième temps, donc, la place et le rôle des activités dans ces futurs systèmes, bien entendu,
elle a déjà un petit peu démarré au travers du rôle des opérateurs, la question de l'autonomie, etc. Mais là, en fait, Pascal, je sais que tu as tendance à considérer, à dire qu'en fait, les problématiques qui sont soulevées aujourd'hui par ces innovations, par ces technologies 4.0, etc., sont en fait des problématiques qui existent depuis déjà les années 80, hein, les questions de formation, les questions de compétences des opérateurs, les questions de répartition opérateur-machine, etc. Mais qu'en en fait, ce qui est un peu plus, comment dire, intéressant ou qui interpelle en tout cas plus, c'est cette question de la gestion de l'incertitude qui va nécessiter d'itérer sur des aspects que les systèmes de gestion ne savent pas aborder facilement, en fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ces aspects-là? Oui, c'est pas disqualifier les questions qui se posent aujourd'hui que de dire que c'est des questions qui étaient déjà posées quand il y a eu tout un débat dans les années 80 et un petit peu moins, mais encore un peu durant les années 90, sur finalement ce que déjà à l'époque, hein, l'automatisation flexible, des formes de robotisation impliquait du point de vue du travail. Hein. Il y a, chez les sociologues en particulier, mais pas seulement, il y avait eu un vaste débat sur la question de savoir si finalement c'était l'occasion ou non de sortir du taylorisme. Et derrière ça, la question qui était posée, c'était celle de précisément de questions que l'on retrouve actuellement, de la confiance que l'on peut accorder à des prises d'initiative d'exécutants, notamment dans leur travail, confrontés aux situations. C'est des cas qui ont été rappelés tout à l'heure par François. Ça rappelle également aussi dans le toyotisme tout simplement l'autorité qui est donnée à des opérateurs de tirer l'andon et de bloquer le fonctionnement de la chaîne de production tant que l'opérateur estime qu'il n'a pas la capacité de livrer ce qu'il doit livrer pour que le processus d'ensemble soit tenu. Donc, en fait, on a des questions qui reviennent actuellement qui sont des questions relativement similaires. Le rapport à l'abstraction, la capacité d'exécutants notamment à se situer dans le dispositif d'ensemble, à avoir la bonne prise de décision et le comportement pertinent à l'égard de cette capacité d'analyse. Donc, on retrouve des questions qu'en fait, on avait su soulever à cette époque-là et qui en fait ont été coupées dans leur élan par la suite par en fait des formes de reprise en main par des process des espaces de confiance qui avaient été confiés aux opérateurs. Donc la question c'est un petit peu aujourd'hui de savoir si véritablement la question réapparaissant, dans quelle mesure véritablement on est disposé à aborder le travail de cette manière-là, ce qui veut dire véritablement, je pense, être capable de comprendre comment dans les situations de travail, il va y avoir de la part de toute une, non pas d'opérateurs uniquement, mais en fait de tout un système d'acteurs, de la confrontation à des réalités qui évoluent souvent très très vite. Hein. Peut-être qu'une différence, elle est là dans l'accélération des transformations auxquelles on doit faire face et qui nécessitent en fait d'avoir des circuits de prise de décision qui sont capables en fait de faire quelque chose, des constats effectués dans les situations de travail par ceux qui dans le fond voient la matérialité des problèmes qui se passent et d'avoir en fait des formes de gestion de l'incertitude que ça représente. À nouveau, pour dire deux mots sur le mode agile, a priori quand même le mode agile il est prévu pour ça, c'est-à-dire pour dire on
on va pas se lancer dans tout un processus extrêmement programmé et jalonné dont on connaît grâce à un cahier des charges très bien défini à quoi ça va aboutir, mais on va se faire confiance. Hein. C'est pas seulement la question de la confiance, c'est la question de accepter tous ensemble de se faire confiance sur le fait que d'une certaine manière, on verra bien au fur et à mesure comment on sera amené à réagir. Et là, on a des systèmes de gestion qui, en fait, ne sont pas préparés à ça. C'est-à-dire que les équipes qui passent au mode agile, à côté de ça, elles ont toujours des directions financières qui leur disent « Et votre budget, qu'est-ce que vous voulez comme budget? Quel est l'indicateur qu'on peut mettre en face ?» Alors qu'en fait, le principe d'un fonctionnement en mode agile, c'est de dire « Mais moi, je ne sais pas au départ, je ne sais pas ce que je vais rencontrer comme problème, et donc je ne sais pas quel budget de quel budget j'aurai besoin à un moment donné. » Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui pèse beaucoup sur la transformation radicale, c'est véritablement le fait qu'on a une inertie des systèmes principaux de gestion qui, eux, restent toujours sur le contrôle a priori et sur le jalonnement par des indicateurs et non pas sur on verra bien et on jugera en toute intelligence. Merci Pascal. Justement, par rapport à cette idée de on se fait confiance tous dans le projet, Fabien, toi, tu posais la question de dire, mais quand on est confronté à des activités qui n'existent pas au moment de l'innovation dans l'entreprise, ça devient compliqué, hein, ça devient difficile pour les opérateurs de participer à cette innovation pour notamment les activités où une grande partie de l'activité est incarnée et donc qui a du mal à passer en mots. Est-ce que l'approche du type gestion de l'incertitude avec ce que donnait comme proposition de ce qui se passe, Pascal, de se faire confiance et puis, OK, on y va un peu comme ça en essai-erreur, si j'ose dire, est-ce que c'est une réponse qui est possible et qui est intéressante de ton point de vue? Oui, je vois un lien direct entre ce qu'évoquait Pascal et autour de la question de la capacité d'une organisation à supporter cette incertitude et donc cette complexité, dirait Edgar Morin. Je vois une relation directe avec le fait que, grosso modo, on pourrait, pour le dire vite, avoir deux grandes catégories de projets technologiques. Des projets qui permettent d'optimiser un fonctionnement existant. Et donc là, il n'y a pas forcément d'innovation, de rupture en termes d'organisation. Et où là, le diagnostic de l'existant, s'il a bien été fait, introduit quasi spontanément la question de l'utilité. Mais on a aussi des projets, notamment avec ces nouvelles technologies, qui sont en rupture totale avec des situations existantes. Et donc, il y a une rupture épistémologique dans la manière d'envisager la contribution des acteurs, la production de connaissances sur ces systèmes-là. Et c'est très déstabilisant. J'ai en tête un exemple d'un projet dans lequel on est engagé avec des ingénieurs de l'INRAE, où on est en train de simuler ce que serait une exploitation agricole dans laquelle l'agriculteur ne serait plus sur son tracteur pour le conduire, mais dans un poste de supervision pour gérer une flotte de tracteurs autonomes. Évidemment, quand on interroge les agriculteurs sur ça, la très grande majorité voit une rupture tellement évidente avec ce à quoi ils tiennent dans leur activité quotidienne qu'ils rejettent ça. On peut penser qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, à la limite, peu importe, mais beaucoup d'acteurs pensent que ces systèmes existeront à assez court terme, puisque l'agriculture est un secteur sur lequel misent beaucoup les producteurs de machines autonomes. Et donc, ça pose des questions d'activité, mais ça pose aussi des questions de métier, de valeur, de transformation, d'accompagnement culturel de ces choses-là, qui sont effectivement très difficiles. Et ça pose aussi des questions de conduite de projet, parce que l'incertitude liée à ces changements radicaux correspond mal
conduites de projet bien ficelées qu'on a habituelles avec des jalons et des démarches assez linéaires. Et par contre, correspondent mieux à des formes de conduite de projet plus souples, où on va explorer une piste et puis ça ne marche pas, on revient en arrière. Oui. Ça, effectivement, les systèmes gestionnaires, ils n'aiment pas bien. Ouais, tout à fait. Et ça revient en fait à quelque chose, en fait, enfin, moi ça me fait penser à une question qu'on avait évoquée, qui était une espèce de, en fait, d'incompatibilité entre ce qui se passe au niveau des évolutions du travail dans les grosses structures avec les activités dans des structures plus petites. Ça, c'est un premier aspect de la question. Le deuxième aspect, c'est, comment dire, quand François, tu évoques le côté production de séries ultra courtes, qui en fait traduit l'agilité, mais en même temps a des impacts sur l'autonomie des opérateurs. Cet ensemble-là, en fait, renvoie à ces transformations métiers, des métiers dont on est en train de parler ici. François, tu peux nous éclairer un peu sur Oui, juste une réaction par rapport à ce qu'a dit Pascal. Je reconnais bien, je suis complètement en accord avec ce qu'a dit Pascal. Il s'est passé quelque chose dans les années 80, il y a eu une rupture. Il y a eu toute une évolution pour essayer de tenter de sortir du taylorisme qui aboutissait finalement au groupe autonome de Volvo, aux expériences chez Renault, etc. Et puis est arrivé le néolibéralisme, la financiarisation de l'économie et la mondialisation, et toutes les boîtes ont serré les boulons de partout et ont donné la fameuse entreprise gestionnaire, où ce qui est le plus important, c'est la gestion, c'est pas le travail. Donc c'est juste pour dire à Pascal que je me reconnais complètement dans cette analyse, et on a l'impression que là il y a un nouvel élan possible. On pourrait repartir de l'avant enfin. Bon, ça c'est le premier point. Pour répondre à ta question, Alexandre, en fait, on observe. Alors, d'abord, il faut dire que les systèmes cyberphysiques intégrés, c'est-à-dire toutes les machines connectées entre elles, pilotées par l'ERP et un MES, etc., aux petits oignons, c'est encore un modèle qui est extrêmement rare et il y a très peu d'entreprises qui en sont là. Mais dans les entreprises qui ont pris ce chemin, et en particulier dans celles qui avaient une culture de l'autonomie, alors c'est comme vous savez, la culture de l'autonomie n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement répandu en France. Mais pour celles qui avaient à la fois ce système complexe qui permettait donc finalement de faire les séries de 1, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'avoir une variabilité infinie, une agilité infinie, et qui en même temps, ce système ultra complexe, en fait, il devient rigide. Le système est piloté par le système informatique, et ça devient très compliqué pour les gens de vivre l'autonomie qu'ils avaient avant. Alors, le choc est particulièrement sévère quand la culture de l'autonomie était présente au préalable. Ça me semble très compliqué de résoudre ce problème, mais on voit quand même aujourd'hui des approches, c'est encore assez loin des applications, hein. Mais vous savez, quand on parle d'autonomie d'un système, aujourd'hui, on a tendance à faire une échelle linéaire. Prenons l'exemple de la voiture autonome, une échelle linéaire qui va du niveau 0 au niveau 5. Et plus l'autonomie du système augmente, plus l'autonomie de l'acteur diminue. Je fais simple, hein. C'est un peu un résumé abrupt. Mais on voit qu'il n'est pas impossible que l'autonomie du système augmente et que l'autonomie ou le contrôle par l'humain augmente aussi en même temps. Il y a un certain nombre de systèmes, par exemple un appareil de photo, c'est quelque chose qui est… Le système est très autonome, il est capable de prendre des photos tout seul dans des conditions parfaites, mais il laisse aussi la main à l'opérateur. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour l'usine 4.0 aujourd'hui, on ne le voit pas encore. On ne voit pas encore comment c'est possible de dérigidifier le système pour redonner de l'autonomie aux équipes.
mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. C'est pas pour demain. D'accord. Merci François. Alors, compte tenu du temps qui avance, ce que je vais vous proposer, bien sûr, on ne va pas sauter la question de la fin de cette thématique, juste pour rappeler qu'on va enchaîner directement entre la question relative à la place et au rôle des activités humaines dans le futur système. On va ensuite enchaîner avec la discussion générale. Donc voilà, on a essayé de faire, dans le temps qui nous était imparti, un peu aborder cette question de l'usine du futur, plus généralement des technologies 4.0, du point de vue donc utilité et usage, du point de vue des aspects innovants, technologiques, organisationnels, on a un peu moins parlé du côté social, quoique, et enfin de la place et le rôle des activités humaines dans ces futurs systèmes. Déjà, un premier remerciement à tous les trois. Ensuite, Vincent, je te passe la parole pour les questions de la salle. Alors, on a une première question qui a été pas mal votée, qui est une question d'Alain Garrigou, qui dit « Est-ce que la fonction de l'imaginaire de l'usine du futur ne précède pas la mise en action? Dans ce cas, comment cet imaginaire est construit et par qui ? Et il se réfère ensuite à voir le rôle des GAFAM dans le financement, par exemple, du film Avatar ou des films de science-fiction en général, en faisant un lien avec les travaux de Pierre Musso. François, Fabien et Pascal, qui se sentent de démarrer sur la réponse à cette question. Peut-être dire un mot, parce que j'ai vécu la création du programme Usine du futur en France en 2013-2014 avec Montebourg, puis la transformation en industrie du futur, etc. Est-ce qu'on peut dire à la question qui a créé, qui est à l'origine du concept, de l'idée, du rêve, on peut dire c'est les fournisseurs de technologie. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'évidemment, pour les fournisseurs de technologie, je parle pas de l'Allemagne, qui est un autre problème avec Industrie 4.0. Je parle en France, ce sont les fournisseurs de technologie, le CIMOP, le Gimelec, la FIM, etc., qui ont pris le lead pour finalement promouvoir la vente de leur système. Et c'est bien compréhensible. Alors ça, je ne dis pas que la modernisation de l'industrie était inutile, mais ça répond à la question qui a créé l'imaginaire. D'accord. Et Pascal, quand on évoque ce que Alain évoquait, à savoir les GAFAM comme participants à la création de cet imaginaire, ton point de vue par rapport à ça, c'est quelque chose qui est, auquel tu adhères ou que l'on peut discuter? Sur ce point précis, j'ai du mal à répondre. Je ne sais pas exactement quel est le rôle des GAFAM. J'aurais tendance, moi, à dire que c'est c'est une affaire de performation de la réalité, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand bien même tout cela serait parfaitement farfelu et sorti de nos cerveaux et même irrationnel, le simple fait qu'on y croit finit par nous amener à ajuster nos comportements et à faire advenir cette réalité-là. Qui a contribué à façonner cet imaginaire? Il faudrait toute une enquête pour le montrer. C'est sans doute un faisceau une pluralité d'acteurs et un faisceau de circonstances et de processus. Moi, j'ai coutume d'insister quand même sur le fait que, d'une part, il y a un acteur qui est absolument indispensable en fait dans toute mode managériale. C'est les cabinets de conseil, et notamment les grands cabinets de conseil, qui en fait, d'une certaine manière, récupèrent des choses qui existaient de ci, de là. Ils ne travaillent jamais à partir de rien, il y a toujours des choses qui les précèdent. Ils en font simplement un assemblage, un package, qui a comme avantage généralement de leur ouvrir un nouveau marché et une nouvelle demande de la part des entreprises. Donc, il y a nécessairement un rôle crucial d'intermédiaire de la part des consultants. Et l'autre
face de ces intermédiaires, c'est aussi le rôle des directions fonctionnelles. Les grands consommateurs de mode managérial dans les entreprises, ce sont les directions fonctionnelles qui, d'une certaine manière, pour aider des directions générales à fixer une stratégie, consomment énormément d'imaginaire de ce type-là, les mélangent avec leurs propres intérêts stratégiques de développement de leur propre périmètre. Donc, je pense que au centre, il y a une co-construction entre les consultants et les directions fonctionnelles. D'accord. Fabien, ton point de vue sur cette question? Oui, bon. Juste témoigner que je ne sais pas de quelle manière ni avec quelle ampleur, mais je constate que ça doit effectivement jouer dans la mesure où un certain nombre d'industriels misent aussi dans l'innovation technologique pour se rendre attractifs en termes d'emploi. C'est assez fréquent qu'on entend le discours qu'il faut pouvoir recruter parmi les jeunes générations, etc. Donc il y a bien cette idée d'un imaginaire technologique qui serait le Graal pour permettre, par différents leviers, ici le recrutement, de maintenir en vie une organisation. On pourrait aussi imaginer que cet imaginaire, il évolue, si on veut être un peu utopiste, que cet imaginaire, il évolue grâce, à l'occasion, à cause de ce que nous vivons actuellement. Voilà, les bouleversements sociétaux sont l'occasion de construire, de renormer les imaginaires. Et comme le dit Xavier, je me permets de te citer dans le chat de questions-réponses, on pourrait très bien imaginer qu'on soit capable un jour de défendre que l'usine du futur soit une usine sans empreinte environnementale. En tout cas, il y a un bouleversement potentiel. J'étais plus optimiste il y a quelques mois, je le suis un petit peu moins, j'espère que ça reviendra. Un bouleversement potentiel des normes qui façonnent la société, qui pourrait, en construisant notre imaginaire, concevoir et tirer les évolutions technologiques vers de nouvelles normes. On réalisera ce qu'on aura envie de réaliser d'une certaine manière. Merci Fabien. Vincent, ta question suivante, est-ce que tu as, parce que je vois qu'il y en a pas mal quand même. Ouais, c'est une question de Didier Bonin posée il y a un petit moment qui était sur est-ce que le problème n'est-il pas du côté de l'approche de conception des ingénieurs qui est plus sur le remplacement de l'activité humaine associée à une défiance du travail source d'erreur plutôt que de la conception d'un système qui soutiendrait les activités humaines. D'accord. Écoute, François, dans la mesure où tu es le seul ingénieur des participants, peut-être que tu peux commencer à y répondre, quoique je crois savoir oui. que… Voilà. Oui, bien sûr, je vais tâcher de défendre les ingénieurs. Chez les ingénieurs aussi, il y a des gens qui ne considèrent pas que, qui ne considèrent pas que le travail est une chose à éliminer parce qu'il est source d'erreurs et qui considèrent que c'est l'avenir demain est à la coactivité entre l'homme et la machine. Il n'y a pas qu'une école d'ingénieurs qui voudrait supprimer le travail. C'est une question intéressante parce que on voit partout fleurir l'homme au centre. Quand vous parlez d'usine du futur, vous voyez l'homme au centre à toutes les sauces. Alors, pourquoi? C'est loin d'être toujours justifié. Mais l'homme au centre, c'est parce que s'agissant de parler aux humains, vaut mieux leur expliquer qu'ils sont au centre, quoi. Et donc, il y a un côté un peu passer la main dans le dos dans le sens du poil de ce point de vue-là. Donc, pour répondre précisément à la question, oui, il peut y avoir des ingénieurs qui auraient envie d'une usine entièrement automatique sans humain. Il y a eu des expériences faites chez des gens comme Tesla, que certains d'entre vous ont dû suivre, qui ont montré que l'excès d'automatisation tue la productivité. Donc, il y a un équilibre à trouver.
Et il y a une école qui défend l'inverse, qui est que c'est dans l'automatisation et l'empowerment des personnes pris ensemble, en regardant un schéma 2D finalement, qu'on peut classer les bonnes ou les mauvaises innovations, en tâchant de faire en sorte que le pouvoir d'agir des salariés accompagne l'automatisation des machines. Merci François. Fabien, tu évoquais tout à l'heure le fait que les expériences sur lesquelles vous interveniez, il y avait déjà des choses qui avaient démarré. Quel est ton retour d'expérience par rapport à cette question de coopération avec les ingénieurs et dans cette perspective en fait d'innovation? Oui, je pense de la même manière qu'on ne peut pas parler des ergonomes de manière générale, je crois que c'est délicat de parler des ingénieurs de manière absolue. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que sur chacun de nos projets, nous collaborons avec des ingénieurs et ceux avec qui nous collaborons, alors qui sont des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, ou alors des gens d'industrie, mais à des niveaux qui leur permettent de participer à ces projets-là, ce que je constate, c'est qu'ils sont extrêmement demandeurs, friands à l'écoute de propositions concrètes quant à la manière de tirer leur développement technologique dans des directions nouvelles. Je ne rencontre que des gens qui adhèrent à ce discours. Alors, il me semble qu'il y a deux choses derrière ça, c'est que tous les ingénieurs, évidemment, sont pas dans ces postures-là et que il y a un temps, j'ai envie de dire, probablement d'inertie forte entre ceux qui conçoivent le travail au quotidien dans la plupart des usines et ceux avec qui je discute, ça c'est un fait. Il y a probablement aussi un autre aspect, c'est quelle est notre capacité à nous, spécialistes de l'activité, à fournir des critères suffisamment concrets aux ingénieurs pour qu'ils s'arment de ces critères quand ils évaluent leur développement à différents stades. Et là, on a un projet sur lequel on travaille à essayer d'opérationnaliser ça, ce qu'on appelle des situations capacitantes, à critériser pour pouvoir évaluer des propositions, cette future situation de collaboration, et à voir s'ils arrivent à s'en saisir en tant qu'ingénieur. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je peux témoigner de l'appétence et de l'intérêt qu'elles fournissent à ce type de démarche en tant qu'ingénieur. Merci. Alors, le temps file. Vincent, tu nous as promis encore 2-3 questions sympas. Ne rate pas celle à la fin, parce que là, tu m'as fait du bon teasing. Je t'en prie. Question suivante. Alors, on a une question d'Annie Jolivet il y a un petit moment qui disait que vous avez parlé des aspects organisationnels et technologiques de l'innovation et qui disait que quid de l'innovation sociale? Quelle forme elle prend selon ce que vous avez pu observer? Eh ben, comme Pascal, j'ai sauté ton tour de manière éhontée sur la question précédente. Je te propose de démarrer là-dessus, s'il te plaît. Tu me confies la question sur laquelle je suis le moins à l'aise. On se dit l'innovation sociale, ça doit être le domaine du sociologue. Moi, c'est jamais une catégorie avec laquelle je suis très à l'aise, l'innovation sociale. Je suis pas trop sûr de savoir de quoi on parle exactement en la matière, mais j'aurais tendance à penser que en matière effectivement, si on veut passer outre la question innovation organisationnelle ou innovation technologique, il y a quelque chose qui se joue un petit peu en chapeau de tout ça, qui est une innovation. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler sociale, mais une innovation en réalité de la façon de construire les problèmes, d'aborder les problèmes autour, on l'a dit à plusieurs reprises, de la question de la confiance ou de la défiance. Du coup, je ne sais pas si ça répond à la question, mais un élément aussi qui est venu dans la question précédente, c'était la question de l'erreur.
et de la façon dont on réagit à l'erreur. C'est une vraie question finalement d'innovation que la façon dont on se comporte à l'égard de l'erreur. Alors très souvent justement, il y a des acteurs, notamment les DRH, qui portent ça avec l'étendard droit à l'erreur, qui est une façon un petit peu bizarre. Moi, j'ai l'habitude de poser la question, est-ce qu'on peut admettre que dans des systèmes où les questions de fiabilité sont à ce point importantes souvent, est-ce qu'on peut tolérer des marges d'erreur? C'est loin d'être une question simple, mais en réalité, la question de l'erreur, on ne peut pas la poser sans en fait replacer ça plutôt dans une perspective qui est celle de qu'est-ce qu'on apprend et de l'apprentissage collectif. Donc, en matière d'innovation transversale à la question de l'organisation et de la technologie, il me semble que c'est vraiment ça la question qui est posée, c'est comment est-ce que on a ou non à faire à des transformations de la façon dont des collectifs acceptent d'appréhender l'erreur dans une perspective de ce que l'on apprend collectivement à maîtriser comme difficulté. Ok. Écoute, on va se contenter de cette réponse-là parce que il me tarde d'avoir la question qui était pas piquée des verres de Vincent parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Il y avait une question alors que la salle n'a pas vue, parce qu'elle a été posée par Mustapha Zouiner, qui est mon acolyte dans la tâche de modération et qu'on ne peut pas nous-mêmes poser des questions dans le chat. Du coup, je vais la poser pour lui. C'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension politique derrière cette notion d'usine du futur qui mériterait d'être interrogée? Qui veut se saisir de la question? Il y a clairement une question politique. J'essaie de rappeler les origines en France. Le politique s'est emparé du sujet, d'abord avec Montebourg pour finalement construire des plans, essayer de stimuler une reconquête industrielle en France qui est bien malade avec son industrie. Donc oui, le politique s'en est emparé. Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, a reformaté les plans industriels de Montebourg dans un plan industrie du futur, qui est celui qui est vivant aujourd'hui, qui est une politique d'État. Vous avez peut-être vu que dans le plan de relance, il y a quand même 35 milliards pour l'industrie. Donc je ne sais pas comment tout ça va avancer et à quel rythme, mais il y a un aspect politique, me semble-t-il, assez fort avec une volonté. Après ça, faudra examiner les faits, les résultats. D'accord. Je veux bien compléter. Je pense qu'il y a une dimension politique au sens où l'évoque à l'instant François, et je rappelais que le langage industrie du futur était déjà présent dans les années 60 dans certaines productions politiques. Donc, voilà, les situations de travail du futur sont destinées à devenir anciennes, un jour ou l'autre. Elles seront remplacées par de nouvelles. Donc, effectivement, elle existe, cette dimension. Moi, je vois dans la question aussi une certaine vision politique du travail, c'est-à-dire du rapport entre l'homme, son travail, sa société. Et je crois qu'en ergonomie, ça c'est quelque chose quand même de très important, c'est-à-dire qu'il y a cette forme d'utopie, de vision citoyenne de l'activité et du rôle de cette activité dans le développement de nos sociétés, qui se joue, je pense, en tout cas, moi je le vois comme ça, dans chacune des situations de travail et dans la manière dont l'ergonomie tire la production de ses connaissances, de ses méthodes, de ses moyens d'intervention vers voilà, cet idéal politique tout à fait discutable parce que sans doute assez proche d'une forme d'idéologie aussi. Merci Fabien. Pascal, tu veux compléter la réponse ? Oui, il y a diverses manières d'interpréter la question de Mustapha, et notamment le sens du mot politique. Si l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas dans le fond des gens qui veulent imposer à des collectifs un avenir possible à partir d'une vision du monde qui serait très technologisée, et est-ce qu'on est dépendant de ça ou est-ce qu'il y a des choix politiques? Évidemment que là, on voit à quel point, de toute façon,
dès qu'il s'agit de mettre en œuvre tout ça, finalement, on a des enjeux politiques qui se passent à un autre niveau, qui est en fait la coalition d'acteurs auxquels on peut avoir affaire et la façon dont ils reproblématisent la question avec plein de possibilités de transformer le devenir qui était prévu pour nous. Ok. Fabien, Pascal, François, merci d'avoir participé à cette session. J'espère qu'elle aura répondu au questionnement qui peut exister dans la, j'ai envie de dire, la communauté des sciences du travail. Et puis, bien sûr, ce sont des questions qui vont se poursuivre. Un grand merci à vous, en tout cas.